Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette dernière Francosphère avec l'ancien directeur général des Premières. Nous sommes en compagnie de Wallace Cotra car il est derrière ce projet d'émission sur la francophonie. Nous avons donc demandé à l'ex-patron de France O, redevenu directeur de Nouvelle-Calédonie la Première, de nous aider à tirer le rideau. Le temps est en effet venu pour moi de goûter aux joies de la retraite après vous avoir tous remercié de votre fidèle et généreuse écoute. La dernière Francosphère renverra aussi à la première, grâce à un extrait du parrain de l'émission, Dany Laferrière. Nous entendrons également les 24e et 154e invités, Bernard Pivot et Marie-Josée Ali. Avec le dossard 168, Wallace Cotra en sera quitte pour nous livrer son goût de l'enfance, après qu'Anne Bonneau soit allée pêcher la morue dans les souvenirs de Pascal à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, dans son dernier Speak French, Jean-Marie Chazot nous dit comment le Pacifique aussi a enrichi le vocabulaire de la francophonie. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Wallace Cotra. Bonjour Dominique. C'est parce que votre Nouvelle-Calédonie baigne dans un bassin anglophone encerclé par deux mastodontes, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, que vous avez voulu voler au secours de la francophonie ? Non, je crois que c'est presque naturel. Vous savez, la francophonie, il y avait une sorte de suspicion autour de la francophonie parce qu'elle est venue d'abord des pays indépendants. Et donc, ce n'est pas un concept français. Mais nous, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Outre-mer, j'ai envie de dire, mais il faut mettre des guillemets partout, qu'on est à la fois français et à la fois étranger. Et on est de la France d'ailleurs. Et alors, quel rapport y a-t-il entre les Kanaks, la Kanaki et la francophonie ? Est-ce que justement, il y a cette espèce de distance intégrée ? On ne sait pas très bien comment se positionner par rapport à ça ? Non, c'est d'abord l'histoire d'une langue. C'est-à-dire qu'une langue qui a opprimé et une langue qui a libéré. La langue du colonisateur ? Une langue du colonisateur, mais une langue qui a libéré, qui a permis aux gens de s'exprimer, de sortir des réserves, de poser les premières revendications culturelles et politiques, etc. Et donc, finalement, on s'est décomplexé par rapport à cette langue. Et la langue qui fait lien, c'est vrai ça, que pour se comprendre, il faut passer par le français entre aires linguistiques et autres aires linguistiques en Nouvelle-Calédonie ? La Mélanésie, c'est une sorte de complexité linguistique, puisqu'il y a 27 langues kanak, vous avez 800 langues en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 80 langues au Vanuatu, donc on sait gérer cette complexité linguistique. Et le français nous a permis de faire le lien entre tout ça. Si le français respecte ce que nous sommes, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tue le français aujourd'hui et que vous connaissez bien, c'est le langage managérial et même ce mot de managérial, ces anglicismes à tout va qui sont introduits dans cette pratique de la langue-là ? Ça ne menace que ceux qui parlent cette langue-là et qui sont pas. Il faut prendre beaucoup de distance avec cela. Je crois que la langue, c'est d'abord des mots, et des mots expriment le cœur. Et tant que les mots expriment le cœur, je crois que ça fait relation, et c'est la relation qui est importante. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Wallace Cotra, c'est que vous êtes peut-être plus habitué à écouter la concurrence. Mais Corinne Alexia détient, elle, une ultime réponse en coupé-décalé pour faire le portrait de notre invité. Qui ne connaît pas Wallace Cotra ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous ne savez pas qui est ce Tiga ? Attention, je n'ai pas dit ce petit gars, je ne me permettrai pas. Je parle de l'île de Tiga, dont il est originaire. Il en est d'ailleurs très fier. Rendez-vous compte, 10 km² qui en 10 ans ont donné naissance au premier préfet calédonien, au fondateur du syndicat USTKE et à notre journaliste réputé pour ses livres d'entretien. Certains le voyaient en premier président calédonien. Lui se préfère en éternel directeur de Calédonie la Première. Ancien patron de France O, il repart avant que la chaîne ne mette la clé sous la porte et ne devienne France Off, en laissant un grand vide à Malakoff. Malgré cette dernière déconvenue, il bénéficie encore d'un fort capital sympathie. Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire, car sans lui, Francosphère n'aurait jamais pu se faire. Et puis, il a un truc en plus, Wallace Cotra. Et cela s'appelle l'aura. Malakoff, siège de France O et des Premières, c'est l'endroit où nous nous trouvons, Wallace, pour enregistrer cette émission. Ça reste une douleur, ce fait de fermer une chaîne à laquelle vous avez été attaché, évidemment.
C'est évidemment difficile, mais en même temps, je crois que dès le début, on a distingué deux choses, distingué la chaîne du débat qui est derrière. Et le débat, c'est le débat de la visibilité de l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que dans une république, une partie de la population existe, mais ne soit pas visible dans la nation. Et je crois que c'est ça ce qu'on a essayé de traiter. Et le fait d'engager comme ça à l'intérieur du groupe une expression et puis une visibilité de l'outre-mer dans toutes nos chaînes, France 2, France 3, France 4, et sur un portail numérique qui va se lancer en mars, je crois que c'est ça le sujet important. Mais c'est vrai que Malgré tout, c'est de présenté manière sentimentale. Voilà, c'est une défaite. Ouais. Je ne crois pas. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut regarder, souvent chez nous, on dit qu'un bagnon qui tombe fait beaucoup de bruit. Mais dans le même temps, il y a des centaines de bagnons qui naissent et qui font pas de bruit. Et je crois que notre présence, aujourd'hui, par exemple, on va faire 16 fictions outre-mer, on va être présent dans l'information nationale, etc. On va avoir un portail qui va être puissant. C'est ça ce qui est important. Et je crois que c'est cette transition-là qu'on a essayé de gérer. La francophonie, c'est la langue et le bon usage des mots et des noms, les changements à répétition de l'appellation RFO depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça n'a pas été à la fois source de confusion et de dilution d'identité ? Peut-être, mais c'est marginal. Je crois que ce qui est important, c'est ce qui se joue dans les pays et dans les territoires. Et je crois que nous qui sommes, moi qui viens, vous l'avez dit, de plusieurs siècles d'histoire, notre culture. Et finalement, ces infiniment petits du monde qui ont subsisté, qui ont existé, qui ont résisté au tsunami, qui ont résisté à la colonisation et qui existent toujours, les changements de nom de nos médias, c'est un peu marginal. Ce qui est important, c'est cette marche du temps et qu'il faut être solide sur ses pieds pour pouvoir affronter l'avenir. Alors Tiga, qu'est-ce qui se passe à Tiga ? C'est une petite île qui fait 10 km², nous a dit Corinne Alexia. Il y a 150 habitants. Et puis, Louis Cotra Uregei, Yann Séléné Uregei, Jacques Yekawe, Wallace Cotra. Il y a une émulation dans une génération où il fallait être le premier à arriver sur la ligne de la célébrité. Je crois pas. Je crois que c'est d'abord des racines. C'est là où on est attaché, c'est ce qui donne un sens à ce que nous sommes. Et c'est un petit village de 150 habitants, donc on y était très attaché. Et ensuite, on a essayé de regarder le monde à partir de cette île. Je crois qu'on n'était pas là pour faire des carrières. Simplement, on a essayé de vivre intensément, chacun dans son périmètre et dans son domaine, la vie à partir de ces récifs et de ces petits cocotiers, et puis de ces petites maisons et ces mamans, et voilà, on a vécu cela. Nous ne dirons pas ici flashback, mais regard dans le rétroviseur, octobre 2016, le premier invité de Francosphère est l'académicien canado-haïtien Dany Laferrière, qui donnait sa définition de l'espace francophone dans lequel il voit un espace-temps. Ce n'est pas uniquement la langue, c'est le lieu, l'endroit, l'histoire, la culture, les privations, comme aussi les abondances. Il y a toute une série de choses qui structurent l'individu et que l'individu lui-même transmet par le langage. Je crois que la chose qui manque le plus, ce n'est pas un combat linguistique, c'est d'essayer de se battre contre l'ennemi qu'on a depuis le temps, c'est-à-dire le temps qu'on nous enlève pour rêver, pour penser. Les hommes se lèvent chaque matin au son des réveils matins et ils arrêtent de travailler au son du temps. Ils mangent au rythme du temps, un temps en accéléré de plus en plus. Je crois que c'est ça l'ennemi. L'ennemi, d'ailleurs, on les a vus, les ouvriers de la soie, quand ils s'étaient révoltés à Lyon, et ils ont tiré d'abord sur l'horloge de la ville, l'horloge de l'église, l'horloge, le temps et la religion. Ce sont deux choses qui nous posent dans le dos. Alors les fameux canuts lyonnais, vous citez souvent, Wallace Cotra, ce proverbe cambodgien dont on dit aussi qu'il pourrait être africain, haïtien, et que vous annexez au monde kanak. Vous avez la montre, nous avons le temps. Mais est-ce que c'est encore vrai pour quelqu'un comme vous ? Est-ce que vous n'avez pas été rattrapé par le temps ? Je crois qu'on vit toujours cette contradiction-là. C'est que les choses importantes se font dans le temps
Et nous, on est souvent, pour se donner de la consistance peut-être, à courir, à courir, à courir. Je crois que il faut pouvoir trouver cet équilibre-là. Et vous n'avez pas le sentiment parfois d'une perte de temps? Par exemple, les réunions incessantes qui exigent vos fonctions. Le petit gars de Tiga, il se dit quoi quand il est là-dedans? Ben, je dis que souvent, on se complaît souvent à faire des usines à gaz. Mais que l'essentiel n'est pas là et que quand je regarde rétrospectivement ce que j'ai pu faire dans notre domaine, l'audiovisuel, finalement les choses importantes n'ont pas été décidées là. Souvent été décidées dans une rencontre, dans une case, sur un trottoir avec des gens qui ont des projets, qui ont des convictions et on arrive à mener au bout. De Dany Laferrière, on remarque qu'il est seulement le deuxième académicien noir après Léopold Sédar Senghor. Est-ce qu'il faut mettre, on le fait beaucoup sur nos antennes, en avant la question de la couleur de peau? Est-ce que c'est important finalement de dire c'est le deuxième académicien noir? C'est un élément parce qu'on vit dans un monde de médias, mais je crois que ce qui est important, et lui le dit lui-même, c'est le fond. Qu'est-ce qu'on porte nous, quand je parle parfois et quand je vois certains Calédoniens ou certains Kanaks parler en français, je sais que ce sont des Calédoniens, ce sont des Kanaks, et c'est ces racines-là, c'est ce qu'on transmet, c'est le fond qui est le plus important. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes avec Wallace Cotra pour la dernière émission Francosphère, un programme dont il a initié le projet en 2016 par souci de la francophonie. Nous allons y revenir après un passage par le goût de l'enfance d'Anne Bonneau. En entendant un originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, Pascal, vous ne serez sans doute pas surpris qu'il ait choisi le poisson et plus particulièrement la morue. Le poisson. Parce que nous, c'est vrai qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on mangeait énormément de poissons. Au moins 5 fois dans la semaine. Nous, on a toujours eu la petite pêche artisanale. Tous les 2 ou 3 jours, il y avait un chalutier qui rentrait, donc on avait toujours du poisson frais. Donc nous, notre vie a tourné autour de la morue dans tous les sens, quoi. C'est une bonne petite, bien méritante. La morue frite, la morue bouillie. C'est tout ce que j'ai pu taper aux copains. On mangeait énormément de poissons avant. Oui, c'est vrai, avant. Parce qu'avant, le poisson, il n'était pas cher pour nous. Moi, ce qui est vraiment lié à mon enfance, c'est l'iode. Dès qu'on rentrait avec le poisson, ça sentait dans le frigo. On savait qu'on avait acheté du poisson. Là, c'était vraiment le poisson frais, et c'est vrai que quand on le faisait cuire, on sentait l'iode. Oh, c'est si bizarre. Maintenant que je fais mes courses et que j'achète du poisson, je n'ai plus le goût. Qu'est-ce que j'apprends? Tu veux partir? J'ai pas retrouvé du tout le goût de la morue, nulle part. Quel est votre goût de l'enfance, Wallace Cotra? Éventuellement votre goût perdu, comme Pascal, qui ne sent plus le même goût que celui qu'il avait dans ses papilles au moment de son enfance? Ce n'est pas un goût, je trouve que ce qui reste ancré en moi, quelque chose que je porte avec moi d'ailleurs, qui ne change pas, c'est l'univers très particulier d'une case. C'est-à-dire on s'assoit autour d'une case. Et cet univers-là, coutumier aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas été complètement anéanti par la globalisation? La globalisation, la secoue, le secoue. Mais je crois que c'est beaucoup plus fort. Et même pour les jeunes, ils sont encore dedans? Le grand chef Nassim, que j'ai interrogé, on a fait un livre ensemble, il dit souvent qu'il y a des paroles qui ne meurent jamais. Et nous, notre conviction dans nos petites îles, c'est qu'il y a ces choses-là essentielles que personne ne peut enlever. Même autour des écrans. Et que les gens vont transporter avec eux. Et ça, c'est quelque chose d'irrationnel. Et que malgré Netflix, malgré tout ce qu'on veut, malgré le numérique, etc., si on arrive à transmettre ça, c'est cette petite flamme que je trouve, moi, dans le foyer d'une case. Parce qu'on se retrouve ensemble, on se dit les choses, on parle à voix basse, et on se dit les choses importantes. Et ça,
c'est quelque chose qui structure un homme. Et je pense que, j'espère que les jeunes Calédoniens, Kanaks, Caldoches, et puis ils vont pouvoir perpétuer cela, parce que c'est cela qui est essentiel. Alors vous dites, on se dit les choses, mais est-ce que la parole n'est pas très contrainte aussi en milieu coutumier? Il y a tout un cérémonial finalement pour prendre la parole. Et est-ce que ça convient encore aux nouvelles générations? C'est compliqué à gérer aujourd'hui, mais je pense qu'il faut, il faut prendre la leçon essentielle du monde kanak, qui est de dire finalement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 27 langues kanak. Ce qui veut dire que comment je m'adresse à l'autre, qui ne parle pas ma langue, qui est de l'autre côté de la vallée, etc. Et donc, il faut prendre le temps. C'est le rituel de la case, de la coutume. Il faut prendre le temps de dire qui je suis et qui vous êtes, et comment on peut entrer en relation. Et c'est ça qui fonde le reste. Et je crois que ce temps-là n'est pas un temps perdu. Et je vois même dans le domaine professionnel que souvent on fait des choses vite et finalement qui s'écroulent. Parce que c'est sur des fondements artificiels. Il faut prendre le temps de dire quelle est la personne qui est en face de moi, quelle est sa complexité, sa richesse, etc., pour pouvoir faire un bout de chemin ensemble. En tant que directeur général des Premières, vous êtes évidemment passé partout, outre-mer. Ce qui était finalement le plus familier pour vous, c'était le plus proche, c'était l'univers polynésien. Et le plus étranger, c'était le plus lointain, c'est-à-dire Saint-Pierre-et-Miquelon? Je n'ai pas vu les choses comme ça. D'abord, j'ai vu un très très grand enrichissement. C'est-à-dire que je ne suis plus le même après avoir visité tous ces univers-là. Saint-Laurent-du-Maroni, qui est un peu un lieu improbable. Vous avez parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, je peux parler de Mayotte, de La Réunion, etc. Donc, c'est ces univers différents. Et cette réflexion-là, qui a été au centre de notre débat sur la visibilité de l'outre-mer, c'est-à-dire que est-ce qu'une nation peut, porter en son sein de telles diversités? Et c'est très important que ces diversités puissent s'exprimer et enrichir l'ensemble national. Si elles n'arrivent pas, c'est qu'il y a un échec quelque part. Et je crois qu'il faut miser sur cette richesse. En 3 ans, Francosphère a reçu de nombreuses personnalités des Outre-mer, de Patrick Chamoiseau à Lilian Thuram, en passant par Emmanuel Casaré-Roux, Jean-François Samlong, Marie Scondé, Lucien Jean-Baptiste et Marie-Josée Ali, la chanteuse martiniquaise, journaliste et directrice au pôle Outre-mer de France Télévisions, répondait à la question sur le rôle de tête de pont, ou non, des Antilles pour la francophonie dans la Caraïbe. La France regarde tout ça avec un certain dédain, je dirais, les élites en tout cas. Tous ces gens qui dirigent n'ont jamais pris en compte que c'était un plus et une richesse pour le pays que nous soyons là où nous sommes. Et on était tellement minuscule à côté de cette énorme machine qu'est la francophonie. Mais enfin, on a quand même réussi à faire des choses. Puis il y a un créole qui est quand même largement partagé par des pays qui ne sont pas des pays français, ni francophones, et qui sont des pays, Sainte-Lucie parle le même créole que nous, la Dominique, on parle créole, Haïti, on parle créole. Bon, il y a quand même ces échappées-là qui font que nous ne sommes pas enfermés. Sinon, chaque pays de la Caraïbe ou chaque pays d'Amérique latine serait enfermé dans la langue, entre guillemets, coloniale. Ce serait dommage. Ceux qui nous dirigent s'en fichent de nous, dit-elle en substance Marie-Josée Ali. Cette forme d'indifférence, Wallace Cotra, par rapport à ce qu'on a appelé la France du lointain, c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre dans des fonctions comme les vôtres? C'est ce qui nous oblige à expliquer les choses. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer. D'abord, cette France d'ailleurs, qui n'est pas en France métropolitaine, qui est en Amérique, qui est en Océanie, etc. Et puis, c'est ce que je disais au départ aussi, c'est-à-dire à la fois français et étranger. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de Saint-Laurent-du-Maroni. Quand je discute avec un Bouchininguais, il est du fleuve, quoi. À la fois du Suriname, et ils s'en foutent qu'il soit français ou surinamien, etc. Et ça, je trouve que c'est ça qu'il faut expliquer, parce que je pense que si la France comprenait ça, elle comprendrait mieux la mondialisation qui est en train d'arriver, parce qu'on est porteur de ça, de cette diversité-là. Je ne parle pas de la religion avec Mayotte, où finalement, dans un département qui est complètement musulman, comment on est républicain et français. Eh ben, je crois que les Mahorais, comme les Réunionnais d'ailleurs, ils ont écrit des choses, ils ont pensé à beaucoup de choses, beaucoup de débats nationaux serait plus simple si on entendait les voix des Outre-mer. Je reviens à la culture kanak, très collective. Comment est-ce que ça prédispose à l'exercice individuel du pouvoir, qui a été le vôtre pendant très longtemps et qui continue à l'être? Je crois que le monde kanak sépare bien les deux aspects,
je disais tout à l'heure que ma racine, c'est ce petit univers de la case où on se dit les mots importants, où on se baisse quand on passe devant un ancien, où on se tait pour écouter les autres, etc. Ça restera. Et ça, c'est ce que je suis, c'est ce qui fait ce que je suis moi-même. Puis ensuite, il y a l'être social, ce que je suis, voilà, c'est autre chose. Je fais comme vous, comme tout le monde. Je gère voilà, j'essaie d'être utile là où je suis. Ça ne remet pas en cause ce que je suis au fond, quoi. Francosphère a aussi reçu de nombreuses personnalités nationales, Benjamin Stora, Alain Rey, Isabelle Giordano, Imani, Grand Corps Malade, Joël de Ronet, Roselyne Bachelot ou encore Bernard Pivot. Avec le président sortant de l'Académie Goncourt, il était question de Beaujolais et de son autre passion, le foot, qui ne suscite pas la même passion chez lui à Lyon qu'à côté Saint-Étienne. Pourquoi Bernard Pivot ? Alors je pense que c'est parce que le football est d'essence populaire et que le football s'est d'abord implanté dans des villes ouvrières comme Manchester, Turin, Marseille, Lens, Saint-Étienne, etc. Donc je pense que alors les villes bourgeoises c'est un peu plus compliqué alors qu'il n'y a pas de ville entièrement bourgeoise, il y a aussi des ouvriers, des employés partout et les bourgeois peuvent être aussi excessifs dans leur amour pour un club que les ouvriers. Mais c'est comme ça. C'est vrai que nous Français nous aimons les clubs qui ont une sorte de légitimité populaire. Est-ce que vous êtes comme Bernard Pivot ou Wallace Cotra ? Est-ce que vous avez l'âme d'un supporter ? J'aime bien le football. Je ne suis pas un spécialiste du football, mais j'aime beaucoup le football, et notamment l'Olympique de Marseille. Vous avez écrit avec Antoine Camboiré un livre d'entretien, Paroles d'un footballeur kanak. Qu'est-ce que ça change au métier de footballeur, le fait d'être kanak ? Je crois que ça ne change rien comme manager du football, mais ça a structuré une personnalité. Et Antoine, c'est très intéressant parce que il vient d'un petit club de la banlieue, pas un club de Nouméa. Et il est arrivé à Nantes, au Paris Saint-Germain, il a dirigé le PSG, etc. Donc c'est cette idée que finalement, il dit souvent ça d'ailleurs, Antoine, il dit que finalement, on n'arrête pas un homme. Et que surtout quand on vient de nos petites îles, on est obligé d'être plus grand que son île. Vous auriez pu faire la même chose avec Christian Carambeu, où il y a une question de génération qui fait que ça collait mieux avec Camboiré. Non, je crois que c'est parce qu'on s'est retrouvés tous les deux à Paris. Et que lui, il était coach du Paris Saint-Germain, et moi ici à François. Et on s'est dit finalement, ça ne va pas se représenter souvent deux Kanaks comme ça dans une même ville. Donc, on va essayer d'écrire nos conversations un peu inutiles, quoi, comme ça. Et donc, on a enregistré, on a laissé une trace. Surtout, d'ailleurs, au départ, c'est pour dire pour nos enfants et pour les jeunes d'après, quoi, des jeunes du Pacifique. Que les Outre-mer soient toujours perçus comme des terres de sport, c'est un enfermement ou bien un tremplin pour elles ? Je pense que ça peut être un tremplin, mais il ne faut pas enfermer dans des catégories. Finalement, nous, on a eu des hommes politiques assez connus, des hommes de culture également, des chefs d'entreprise d'outre-mer qui sont présents un peu partout. Je crois que c'est surtout pour moi, qu'est-ce qu'on a dans les tripes et qu'est-ce qu'on veut partager. Et que je crois que dans cette période-là où la communication devient mondiale, c'est ces paroles-là qu'il faut préserver. Dernière séquence de la dernière émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il est allé dénicher les apports du vocabulaire du Pacifique à la langue française. À la fin des années 60, une série australienne a fait le tour du monde, Skippy le kangourou, dont le titre exact en version originale était Skippy the Bush Kangaroo. 91 épisodes en 3 saisons, doublés en français au Québec, un doublage refait 40 ans plus tard pour la sortie en DVD. Le kangourou est un de ces mots du Pacifique que l'on retrouve dans la langue française comme koala, émeu ou pangolin pour les animaux, ou côté objet la pagaie, la sarbacane ou le boomerang, les fruits comme le kiwi mais aussi la vainée, le paréo, le tatouage, le tabou ou le haka. Et c'est désormais OPJ Pacifique Sud, la série de France Télévisions tournée en Nouvelle-Calédonie qui donne à voir des images de cette région du monde. Mais bien des enfants des années 60 gardent en mémoire le petit animal bondissant des antipodes. OPJ, série de 50 enquêtes criminelles en Nouvelle-Calédonie, c'était sous votre houlette, Wallace Cotra. Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à un projet sur le papier quand il est présenté ? C'est le pédigré de ses promoteurs, c'est leur force de conviction, c'est le sujet qu'ils portent, c'est la distribution ? C'est aussi en filigrane tout le débat sur la visibilité des Outre-mer.
que c'est important que le troisième feuilleton du groupe, après Plus belle la vie et puis Ainsi grand soleil, se fasse outre-mer et restitue ces univers-là d'outre-mer. Aujourd'hui, c'est la Calédonie, ça peut être ailleurs demain, mais c'est important que les Français qui regardent leur télévision, ils s'habituent à voir ces univers-là, qui ne sont pas les univers qu'on voit habituellement. Et donc, c'est ça le plus important. Alors sur les 4 flics d'OPJ, 2 femmes, 2 hommes, une réunionnaise, une Kanak, un Caldoche, un Antillais, il fallait respecter les équilibres. Nous, c'est ce qu'on, au départ, c'est pas vraiment ça, mais ce qui est important, c'est de dire, dans cet univers d'outre-mer qui est très divers, on a réussi à gérer une diversité. Et c'est pas évident de prendre une réunionnaise en Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc c'était un choix, ça veut dire que c'est possible. Et en plus, on ne s'interroge plus d'où ils viennent. L'important, c'est que ce sera une équipe de policiers qui travaillent et que finalement les téléspectateurs oublient. Alors de kangourou à koala, on a entendu, en passant par le haka, les mots du Pacifique qui étaient rentrés dans la langue française. Quel mot? Kanak. Est-ce que vous aimeriez voir rentrer dans la langue française parce qu'il dit quelque chose qui ne se dit pas jusqu'à maintenant? Déjà, je crois qu'au-delà des mots, il y a beaucoup de choses qui entrent. Par exemple, la coutume. Et ce qu'on dit coutume, c'est un mot français. Mais en fait, c'est pas le même sens, évidemment. C'est pas complètement. Et moi, plutôt que de choisir un mot, je rappellerai une chose, c'est que lorsqu'il s'est représenté une deuxième fois à la présidentielle, François Mitterrand a écrit une lettre aux Français. Et dans la lettre aux Français, à un moment, il aborde la question de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu l'affaire d'Ouvéa. Et dans sa lettre aux Français, il dit il y a un leader kanak que j'ai rencontré, c'est Jean-Marie Tibaou, virgule, l'homme dans les mots vont plus loin que les mots. Et je pense que ça, ce sont des mots français. Mais ce sont des mots de Jean-Marie Tibaou, c'est-à-dire imbibés dans cette terre-là. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pas seulement les mots qu'on transmet, mais c'est cet état d'esprit, cette culture, ce senti des choses, cette relation particulière à la fois à la terre et aux hommes qu'il faut qu'on transmette. Et c'était donc le dernier mot. Merci beaucoup, Wallace Cotra. Et peut-être rajouter, Dominique, je suis impressionné par la liste des personnes qui sont passées là. Et ça veut dire que c'était important d'ouvrir cet espace-là dans cette maison. Et ça nous ressemble. Et te remercier, je te tutoie finalement. Bien sûr. Te remercier pour l'itinéraire, le travail que tu as fait dans cette sorte d'accoucheur de paroles. Ces paroles qui en disent notre diversité et dans notre francophonie. Merci Wallace. Un énorme merci aussi à Corinne Alexia, Anne Bonneau. Merci à Corinne, merci Corinne. Jean-Marie Chazot, le triptyque de rêve de cette émission. Grand merci enfin à Sandrine Weber, Rémi Festa et toutes les équipes techniques. Aujourd'hui Mathieu Benayoun, à Decias, comme on dit à Marseille.